Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la crise politique au Sénégal et son impact possible dans la région. Le pays de la Teranga est en proie à une large contestation depuis que le président Macky Sall a annoncé le 3 février le report de la présidentielle à 3 semaines de l'échéance. Ce changement de dernière minute, exceptionnel dans un pays vanté pour sa stabilité et ses pratiques démocratiques, soulève inquiétudes et critiques. À suivre le reportage de notre correspondant au Sénégal et l'analyse de notre invité, Samba Gadigo, écrivain et enseignant ici aux États-Unis dans le Massachusetts. Nous irons ensuite au Burkina Faso où la presse vit une période d'inquiétude relative à la crise sécuritaire et où les organisations de journalistes dénoncent la mainmise des militaires au pouvoir sur le Conseil supérieur de la communication, l'instance de régulation des médias. Le fait marquant de la semaine, c'est l'annonce par l'homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani, de la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali. Nous en parlerons avec Gado Oumarou, rédacteur en chef de Saraounia, radio et TV. C'est au Niger. À suivre enfin le reportage de notre correspondant Tidiani Ouedraogo, au Mali, où les communautés Dogon de la commune de Sanga ont décidé d'enterrer la hache de guerre et de tourner la page des conflits intercommunautaires qui les ont souvent opposés au peuple. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage d'information et de découverte dans le Sahel. Le Sénégal fait face à une des plus graves crises qu'il ait connues depuis des décennies. L'annonce du report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre a provoqué des manifestations meurtrières. Analystes et observateurs s'interrogent désormais sur les répercussions de cette situation dans une région minée par des crises sécuritaires et institutionnelles. Reportage de notre correspondant à Dakar, Wahani Johnson Sambou. Le report de la présidentielle et la prorogation du mandat présidentiel acté le 5 février par l'Assemblée nationale ont mis le feu aux poudres. L'adoption de la loi a provoqué de violentes manifestations un peu partout dans le pays. Selon cet analyste, la décision du camp présidentiel marque la fin d'une exception démocratique jadis louée à travers le monde. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qu'on pensait, tout ce qui faisait notre fierté s'est effondré. Et là, tout peut nous arriver. C'est la porte ouverte à toutes les dérives. C'est la démocratie qui est en train d'être malmenée dans un contexte sous-régional très difficile. Donc, on a mille raisons d'avoir peur. Une peur d'autant plus légitime que le durcissement du ton des opposants au report attire les flammes de la violence. Aujourd'hui, le pays voit l'avenir s'assombrir alors que la répression des manifestations a fait déjà au moins 3 morts. Une tension qui nourrit les craintes d'une instabilité intérieure dans un contexte régional explosif. Le danger, ce sont des troubles internes graves qui pourraient mettre en danger l'État. Parce que l'État lui-même, si quand l'État ne sont plus légitimes, en ce moment-là, les citoyens ne sont plus tenus de les obéir. Et si les citoyens n'obéissent plus à l'autorité, évidemment, l'anarchie peut être créée. Donc, et en cas d'anarchie, tout est possible. Tout, même le syndrome des coups de force militaires en vogue dans la région. L'hypothèse est en tout cas redoutée autant par les Sénégalais que les grandes puissances. Bakary Domingo Mané, doctorant en communication politique, craint un basculement qui pourrait avoir des répercussions énormes dans une Afrique de l'Ouest en ébullition. C'est le seul pays vraiment dans une sorte de ceinture de feu qui est pour le moment épargné. Imagine que le Sénégal vraiment tombe dans ce piège-là, donc ça veut dire que toute la région ne sera, et surtout avec cette histoire de pétrole, cette histoire, n'est-ce pas, de ressources naturelles, là où il n'y a pas de justice sociale, c'est là où
c'est là où se trouve le terreau, n'est-ce pas, du terrorisme. C'est pourquoi je dis, donc on doit faire beaucoup attention parce que, justement, si le Sénégal s'embrase, évidemment, ça va emporter tous les autres pays qui résistent jusqu'à présent, n'est-ce pas, aux djihadistes. Ça va être vraiment la débandade. À la croisée des chemins, le Sénégal reste plus que jamais sous le feu des projecteurs. Un effondrement de sa démocratie pourrait bien changer la géopolitique de la région, de l'avis de beaucoup d'analystes. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar. Merci beaucoup, Wahani Johnson Sambou. Wahani qui est en ligne avec nous depuis Dakar. Bonsoir, Wahani. Bonsoir. Aujourd'hui, ce mardi, l'opposition et la société civile sénégalaise avaient appelé à une marche pour contester le report de l'élection présidentielle. Quelle est la situation ce soir à Dakar? Alors, la situation est un peu tendue à Dakar. Il faut rappeler juste que la manifestation organisée par la société civile a été finalement reportée à vendredi parce qu'elle n'a pas été autorisée. Le refus du préfet de Dakar est intervenu hier soir, ce qui a valu quelques condamnations. Et dès les premières heures de ce mardi, les forces de l'ordre ont quadrillé pratiquement toute la ville, comme ce fut le cas vendredi dernier lors des violentes manifestations. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que même s'il n'y a pas eu d'affrontement entre manifestants et forces de sécurité, la tension est encore palpable partout dans la ville. On a les mouvements des véhicules de la gendarmerie ou de la police. Donc, c'est un peu la situation qui a prévalu aujourd'hui. Alors, Wahani, dans votre reportage que l'on vient de suivre, le dernier intervenant indique que si le Sénégal s'embrase, ça va emporter tous les autres pays qui résistent au djihadisme. Pouvez-vous nous en dire plus, Wahani? Alors, vous savez, depuis des années, les observateurs, les analystes prennent le Sénégal comme le dernier pilier de l'Afrique de l'Ouest encore debout, qui empêche un peu aux périls djihadistes de se propager un peu plus dans la région. Pourquoi? Parce que de l'avis de beaucoup, ce qui leur manque aujourd'hui, c'est l'accès à la mer. Et une fois qu'ils ont pris le Sénégal, ce que nous ne souhaitons pas, ça veut dire que ça va être très, très, très difficile de les en déloger. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup, que ce soit les puissances internationales, que ce soit sur le plan continental, beaucoup redoutent un peu que le Sénégal vive ce qui se passe chez nos voisins au Mali, au Niger et au Burkina Faso, d'où un peu les appels au calme qui se multiplient. Donc voilà un peu la situation, d'autant plus qu'on parle un peu de la porosité de nos frontières. Alors là, voilà, le Sénégal n'a pas intérêt en tout cas à tomber dans l'escarcelle des djihadistes. Merci beaucoup, Wahani Johnson Sambou, correspondant de VOA Afrique à Dakar. Vos reportages sont disponibles sur notre site web VOA Afrique et sur toutes nos plateformes digitales. Le Burkina Faso, où depuis plus d'un an et demi, la presse vit une période d'inquiétude relative à la situation sécuritaire. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante au Conseil supérieur de la communication. C'est l'instance de régulation des médias. Cette équipe arrive par le biais d'une loi qui a permis au président Ibrahim Traoré de désigner le patron de ce conseil malgré l'opposition des organisations de journalistes. Reportage de Gilles Dasda, un de nos correspondants à Ouagadougou. 1er février 2024, Idrissa Ouedraogo prend officiellement les rênes du Conseil supérieur de la communication CSC. Nommé à ce poste par le président Traoré, le nouveau patron de l'instance de régulation des médias du Burkina parle d'humilité et de travail consensuel sous son mandat. Idrissa Ouedraogo évoque un concept, celui de narratif progressiste. Afin de faire des métiers concernés par ce domaine-là, des modèles de professionnels pratiques et pragmatiques, contributeurs au développement national par au minimum un narratif progressiste. En fait, depuis un moment, les médias burkinabés traversent une période difficile et la prise de fonction de la nouvelle équipe dirigeante du CSC ne rassure pas tous les acteurs de la presse. Bouraïma Ouedraogo, directeur de publication du journal d'investigation Le Reporter, décrit un climat d'inquiétude. Il n'y a pas que les médias qui ont un problème. Tous ceux effectivement qui veulent revendiquer la liberté d'expression et de ton ont des soucis effectivement avec ceux qui gouvernent actuellement. Est-ce que avec M. Idrissa Ouedraogo,
on va continuer effectivement dans cette perspective de remise en cause des principes et des libertés fondamentales au niveau de la presse, ou bien effectivement, on va aller effectivement vers une sorte de dialogue avec les organisations professionnelles des médias, avec les promoteurs d'entreprises de presse, pour trouver effectivement enfin ce qu'on donne comme contenu à l'accompagnement de l'exécutif dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour comprendre les inquiétudes de Bourema Ouedraogo, il faut remonter quelques mois plus tôt. Novembre 2023, l'Assemblée législative de transition vote une nouvelle loi relative au CSC. Le président de l'organe sera désormais désigné par le président du Faso, au lieu d'être élu par ses pairs conseillers comme avant. Un changement alors dénoncé par le syndicat national des travailleurs de l'information par la voix de son secrétaire général adjoint, Aboubakar Sanfo. C'est un recul démocratique, c'est vraiment une remise en cause des avancées, des acquis en tout cas, que nous avions en matière de liberté d'expression. Après l'adoption de cette loi, Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre de la Communication, avait tenu à rassurer la presse. Les journalistes n'ont pas à s'inquiéter tant qu'ils travaillent dans le respect, bien sûr, de la réglementation et que, bien sûr, leur travail ne porte pas atteinte à la réputation des individus, à la cohésion nationale et que leur travail n'est pas porteur de germes de crise. Dans la nouvelle mouture de la loi, des agents du CSC ont désormais qualité d'agents de police judiciaire à même d'accéder à certains équipements et recueillir des informations. Gilles Dasda, Ouagadougou, VOA Afrique. Merci beaucoup Gilles Dasda pour ce reportage. On va retourner parler du sujet principal du jour, à savoir l'impact probable de la crise au Sénégal, dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest de manière générale. Et pour en parler, nous avons en ligne depuis Dakar Samba Gadigo. Il est écrivain et professeur dans le Massachusetts, ici aux États-Unis, mais il se trouve à Dakar. Professeur, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Alors, notre correspondant nous le disait, la situation reste tendue, même si l'appel à la marche a été reporté. Alors, le président Macky Sall, lui, a promis d'organiser un dialogue et d'organiser des élections inclusives en décembre prochain. Pourquoi, selon vous, il y a une bonne partie de l'opposition et de la société civile qui refuse la main tendue du président Macky Sall, qui veut organiser ce dialogue-là? Mais écoutez, pour moi, au risque d'être simpliste, je crois qu'il n'y a pas de crise institutionnelle au Sénégal. C'est une crise, à mon avis, qui a été créée de toutes pièces par le pouvoir en place. La Constitution est très très claire. Le nombre de mandats est limité à 2. La durée des mandats est limitée à 5 ans. C'était le moment d'organiser des élections le 25 février et que tous les candidats retenus par le Conseil constitutionnel aient la possibilité de demander la voix des peuples sénégalais. C'est simple, c'est aussi clair que ça. Et on se lève à quelques heures du début de la campagne électorale, le président fait un discours à la nation et qui suspend ce processus électoral. Pourquoi? Mais je crois que malgré la diversité des points de vue, je crois qu'il y a un dénominateur commun, c'est que tout simplement tous les observateurs internes et externes conviennent que c'est parce que tout simplement le pouvoir s'est rendu compte que son candidat n'avait aucune chance de remporter les élections. Donc voilà, à mon avis, d'une manière très très simple, la situation telle qu'elle se présente. Il suffirait que demain, le président de la République retire son décret, qu'on recalibre et qu'on reprenne le calendrier électoral, on ne parlerait plus de crise au Sénégal. Alors, le président sénégalais, on parle aujourd'hui spécifiquement de l'impact de cette crise dans la région. Alors, le président sénégalais a été l'un de ceux qui avait vivement critiqué la prise du pouvoir par les militaires dans certains pays de la région, notamment le Niger. Est-ce que la crise actuelle ne conforte pas les régimes militaires qui ont pris le pouvoir dans ces pays-là? Oui, moi je crois qu'il y a une sorte excusez-moi du mot, une sorte d'hypocrisie en fait de la part des organisations régionales telles que la CEDEAO et d'autres organisations régionales. Quand il y a un coup d'État dit militaire, si vous voulez, c'est l'indignation générale. Mais ce que le régime de Macky Sall vient de faire, ce n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État, bien qu'il soit institutionnel. Et je pense que cette réprobation que les coups d'État militaires ont rencontré dans la région et internationalement, le Sénégal la décision de Macky Sall devait être soumise
à cette même réprobation. Alors, le Sénégal est l'une des principales économies de la région. Est-ce que cette crise peut avoir des conséquences économiques au-delà du Sénégal? Oui, il faut dire d'abord que même au sein du Sénégal, bien sûr, les répercussions économiques sont déjà visibles. Rien qu'avec l'interruption de l'Internet, aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, la plupart des business dans le monde fonctionnent à partir de l'Internet. Déjà, le manque a gagné pour les sociétés. Et oui, mais aussi le Sénégal, évidemment, c'est un des pays de la sous-région à être sur la mer, donc une sorte de poumon économique pour des pays tels que le Mali, par exemple. Donc, toute interruption de la situation économique au Sénégal engendre ipso facto également des problèmes au niveau dans l'ensemble de toute la région. Et je crois que le problème, évidemment les gens parlent surtout des répercussions politiques, mais je crois que les répercussions économiques sont très très visibles. Une anecdote, j'ai fait tout mon quartier ce matin pour avoir du gaz pour faire la cuisine, on n'en trouve pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, les camions citernes qui véhiculent l'essence et le gaz dans la région, eh bien, ces camions-là ont peur de sortir. Donc, on n'a pas besoin d'être expert économiste pour voir d'une manière palpable que ces décisions-là, que cette dite crise a déjà un impact économique. Alors ça, c'est l'impact économique. Voyons maintenant avec vous l'impact possible sur la lutte contre le djihadisme et la propagation de cette gangrène qui affecte déjà d'autres pays de la région. Est-ce qu'il y aurait un lien, il y aurait une relation, une corrélation entre la crise au Sénégal et la situation terroriste dans la région? Écoutez, moi, je crois que contrairement à l'opinion générale, moi, je pense que le djihadisme dans la sous-région, au moins au Sénégal, c'est le moindre de nos soucis. Et je pense que le djihadisme, c'est une fabrication du monde occidental. Comme vous le savez, bien sûr, c'est depuis la chute, comment dirais-je encore, de toute la situation au Libye que nous avons commencé à avoir des courants de djihadisme. Et à mon avis, ce n'est pas le problème fondamental. Le problème fondamental, peut-être que vous le savez, ici au Sénégal, depuis quelques années, on a découvert du pétrole et du gaz. Donc, le problème fondamental que nous avons aujourd'hui, c'est que nos dirigeants, enfin le monde occidental, la France, l'Europe, avec la complicité de nos dirigeants, vont continuer à nous exploiter économiquement. Basta, c'est tout le problème. C'est tout le problème. Tout le reste, à mon avis, c'est de la rhétorique, c'est de la poudre aux yeux des populations. Alors, un voyage du président nigérien Bola Tinubu au Sénégal a été reporté à une date ultérieure. Oui. Les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest peuvent-ils contribuer à la résolution de la crise au Sénégal? Si oui, en quoi faisant? Mais je crois que la CEDEAO aussi, elle était une CEDEAO des peuples plutôt qu'une CEDEAO un syndicat des chefs d'État. Oui, aurait pu apporter des solutions, mais tout le monde sait depuis des décennies que la CEDEAO n'a vraiment pas travaillé pour les peuples africains. Enfin, le cas du Niger est là, le cas du Mali est là, le cas du Burkina Faso est là pour bien l'illustrer. Et vous avez vu les déclarations plutôt timorées, pour ne pas dire tièdes, de la CEDEAO par rapport à ce coup d'État institutionnel de Macky Sall. La CEDEAO n'exige pas une restauration du calendrier électoral, mais nous avons plutôt des termes diplomatiques plutôt flous qui, à mon avis, tendent plutôt à légitimer le reportage de ces élections-là. Donc oui, la sous-région, les organisations sous-régionales auraient pu être un début de solution, n'eût été leur orientation plutôt que de syndicats de chefs d'État plutôt qu'une organisation dans l'intérêt des pays d'Afrique. Merci beaucoup Samba Gadigo, vous êtes écrivain, enseignant ici aux États-Unis. Merci d'avoir participé à cette émission de Focus Sahel. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com
et toutes nos plateformes digitales. Alors, on va prendre la note positive de cette édition et pour cela, on se rend au Mali, où le gouvernement de transition prône le dialogue entre Maliens. Un message reçu 5 sur 5 dans la région de Bandiagara, où les communautés Dogon de la commune de Sanga ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Une cérémonie de réconciliation s'est récemment tenue à la place publique de Sanga. Notre correspondant Tidjani Ouedraogo y était. Voici son reportage. Merci beaucoup. Des applaudissements, s'il vous plaît. Une poignée de mains symbolisant la paix et la réconciliation, la raison qui a primé sur la violence à Sanga, une ville située dans la région de Bandiagara. Il y a plus de 2 ans, la quiétude des populations a été menacée par un conflit intracommunautaire. Ali Dolo est le maire de la commune de Sanga. Il estime que le conflit est venu de nulle part. Il n'y a pas de Sanga d'en haut, Sanga d'en bas. Tout Sanga, c'est Sanga. Et on a les mêmes noms de famille qui est Dolo, Bedi Landiras. Maintenant, les incompréhensions, ça c'est dans la vie d'un homme, ça a toujours existé. Vous savez, les grands peuples, les grandes nations, toujours ont passé par des moments difficiles. Des incompréhensions qui ont eu comme conséquence des assassinats ciblés, des restrictions de circulation qui ont durement affecté la cohésion sociale dans la commune. Dorcas Poudjougou est une femme de Sanga. Comme elle, beaucoup de femmes n'avaient pas accès aux foires. Il y avait beaucoup de difficultés. Les femmes ne pouvaient pas aller vendre au marché afin de subvenir à leurs besoins. On ne pouvait pas se rendre visite mutuellement entre parents car tout le monde était dispersé. Afin de trouver une solution aux atrocités qui perdurent, les communautés, à travers un dialogue direct, ont décidé d'enterrer la hache de guerre. La cérémonie de Sanga est un exemple du dialogue intermalien prôné par les autorités, nous dit Paul Togo, un leader communautaire. Sanga, c'est la culture. Tout ce qui s'est passé, la source, c'est ici à Sanga. Si on reprend cela, si eux, ils se comprennent, ils se prennent la main, ils visitent encore leur cœur pour le pardon, pour l'union, pour la cohésion, pour le vivre ensemble, c'est tout ce qu'on a demandé. Hachimi a demandé le dialogue national pour la cohésion, le vivre ensemble, nous suivons cela. La paix règne à nouveau à Sanga, une ville touristique classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro. À présent, le fait marquant de la semaine, vous avez certainement suivi sur les antennes de VOA Afrique. Au Niger, le chef du régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahmane Tiani, a évoqué dimanche soir la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali. Le dirigeant nigérien n'a pas donné de précision sur la possible mise en circulation de la future monnaie, mais a indiqué que la monnaie est un signe de souveraineté. La dite monnaie pourrait, au sein de l'Alliance des États du Sahel, remplacer le franc CFA, aujourd'hui commun aux 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont le Niger, le Burkina Faso et le Mali font partie. Alors, nous aurions aimé avoir Gado Oumarou, qui est rédacteur en chef radio et télé de Sarawina Radio et TV au Niger. Malheureusement, nous n'avons pas Oumarou Gado, rédacteur en chef de Sarawina Radio et Télévision. Mais comme je vous le disais, le chef du régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a évoqué dimanche la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso. Et donc, c'est une actualité que vous pouvez suivre sur nos antennes voaafrique.com et sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube, X et bien sûr Instagram. Voilà, c'est la fin de cette édition de Focus Sahel donc. Merci au public qui nous a accompagnés dans ce voyage d'information et de découverte dans le Sahel. Merci à nos différents invités qui nous ont aidés à avoir leur éclairage et leur point de vue sur la situation dans le Sahel.
Enfin, je tiens particulièrement à saluer tous nos correspondants qui nous ont apporté les nouvelles fraîches de la région. Mohamedou Oumfa à ce micro. Trésor Matondo a permis la diffusion de cette émission sur notre page Facebook. Et puis Joselle Morissin qui a assuré la production radio. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel, une émission que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site web voaafrique.com et sur Facebook, YouTube et d'autres plateformes digitales. Merci d'avoir écouté cette émission. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Au revoir.